Go, nickel, ça y est Audrey, on est en direct. Bienvenue à toi Audrey. J'espère que tu vas bien ce lundi matin. Je vais super bien. Et toi, Marie? Super, j'ai l'impression que chez moi il fait super sombre et chez toi qu'il y a plein de soleil, tu vois. Ben non, en fait, il n'y a pas du tout de soleil. J'ai juste des grandes baies vitrées et alors une petite lampe devant moi qui éclaire le mur blanc. Donc, à mon avis, c'est ça. Moi j'ai dû trouver des solutions, je trouve qu'Internet foire pour le moment, donc j'ai dû me mettre dans la cuisine pour que ça fonctionne. Ben voilà. Bienvenue à toi, merci en tout cas d'être là. On est en direct dans le groupe des âmes pétillantes qui rassemble un petit peu toutes les personnes qui ont suivi la formation sur les talents, mais toutes les personnes qui ont suivi la formation sur les familles d'âmes. Et j'ai à cœur à faire des lives avec des personnes comme toi, des belles personnes ressources pour continuer à cheminer vers la connaissance de soi, parce que comme on dit toujours, la connaissance de soi, c'est un chemin qui est sans fin. Et rajouter des pièces à son puzzle pour ancrer à chaque fois plein de dimensions, c'est ça qui fait la richesse. Et toi aussi, tu es révélatrice de talent, révélatrice de potentiel, et tu utilises un magnifique outil qui s'appelle l'Ikigai. Donc, tu es venue aujourd'hui nous présenter cet outil. Je vais du coup mettre ton nom, ton prénom. Ça, c'est le nom de ton activité qui est Explore en soi. Ça te va bien avec un visionnaire gorge qui aime apprendre, comprendre, en savoir toujours. Donc, explorer à l'intérieur des gens. Donc, c'est magique. Et donc, je vais du coup te laisser la parole pour pouvoir te présenter et présenter ce magnifique outil qui est l'Ikigai, parce que l'objectif, c'est qu'on puisse tout simplement faire connaître d'autres façons de se connaître. L'ikigai, moi, j'avais lu des bouquins à l'époque. Je t'avoue que je ne me suis jamais fait accompagner de façon personnalisée par rapport à l'ikigai, donc ça Tu es la m'intéresse. bienvenue. Donc, donc voilà, pourquoi pas aller rajouter à nouveau une pièce à mon puzzle, à moi aussi. Donc voilà, il y a déjà des personnes qui nous suivent, qui sont là. Alors Audrey a dit qu'elle voulait que ce soit interactif et dynamique. Donc bonjour Marie-Aline, bonjour Jenny. Donc voilà, il y a déjà des personnes qui sont avec nous. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre un peu les choses en main en arrière et que s'il y a des questions, au fur et à mesure, je vais les déposer et puis on pourra y répondre au fur et à mesure de l'échange qu'on a toutes les deux. On a 1 heure devant nous. Ouais. Pour parler de ce magnifique outil. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les déposer dans les commentaires et on se fera un plaisir, en tout cas Audrey, ça fera un plaisir, à y répondre au fur et à mesure. La place est à toi. Je te mets le PowerPoint, on le lance tout de suite. Oui, tu peux. Et je vais faire le lien justement directement avec ce que tu disais et la constitution finalement de notre puzzle de vie, de la découverte de soi, de l'exploration de soi. Moi, j'explique toujours aux femmes avec lesquelles je travaille, parce que vous allez voir que moi, je travaille uniquement avec des femmes. J'expliquerai après pourquoi. Mais je leur explique toujours que finalement, la vie, c'est un grand jeu. C'est un grand jeu vidéo, c'est un grand truc où on arrive avec quelque part une mission. Mais au début, on ne sait pas trop quelle mission. Et puis, on comprend petit à petit que la mission, c'est d'apprendre à se découvrir. Et qu'en apprenant à se découvrir, on peut aussi remplir d'autres missions. Et donc, j'adore utiliser un petit peu cette comparaison avec justement le jeu vidéo, parce que pour moi, c'est vraiment essentiel de se dire que dans un jeu vidéo, finalement, quand on a une aventure à mener, on a aussi des épreuves. Et c'est souvent les épreuves, les difficultés qu'on va rencontrer, les petits cailloux sur notre chemin qui vont nous permettre d'avancer d'autant plus si on arrive aussi à s'entourer parfois de bonnes personnes ou de bonnes méthodes pour justement pouvoir avancer. Donc ça, c'était peut-être mon petit lien, Marie, avec justement ce que tu disais d'entrée. Alors, voilà, moi je m'appelle Audrey, j'ai en effet créé Explore en soi il y a quelques années de ça. Et pendant très longtemps, j'ai réfléchi à comment j'allais pouvoir m'appeler. Et puis voilà. Et tout le travail justement que j'ai fait sur moi, sur la connaissance de qui je suis, et travail qui se poursuit encore et toujours actuellement. Parce que quand on commence, finalement, on continue. Et on découvre de magnifiques choses aussi à l'intérieur de soi. J'avais vraiment cette envie de pouvoir se dire, OK, comment je vais appeler ce que je fais, ce que je propose à toutes ces femmes. Et Explore en soi est vraiment arrivé comme ça. Et la réflexion vraiment aussi de toutes ces couleurs, de tout ce logo qui était cette flèche concentrique, c'était revenir à l'intérieur de soi pour finalement rayonner et pouvoir partager tous nos magnifiques trésors, toutes ces beaux diamants, toutes ces belles choses que l'on a à l'intérieur de nous et dont on n'est pas toujours très consciente. Et pour arriver à ça, moi, j'ai entre autres utilisé à un certain moment donné dans ma vie l'ikigai, mais je reviendrai vraiment là-dessus par la suite. Alors,
Si je dois essayer de me présenter, alors là, c'est toujours une question, je sais pas toi, Marie, mais moi, c'est toujours une question hyper compliquée. Comment je vais faire pour dire qui je suis? Parce que dire ce que je fais, j'ai aucun souci avec ça. Je sais ce que je fais. Mais alors dire ce que je suis, j'ai toujours cette impression, je sais pas toi, mais que c'est hyper réducteur. Donc tu dois essayer de trouver un mot, un terme, un qualificatif dans mais qui je suis. Alors je suis Audrey, ok, je suis maman, ok, mais est-ce que finalement ça me définit? Ben non, en fait, c'est jamais suffisant. Et donc moi j'ai envie de me définir quelque part par je suis une femme parce que c'est la première chose que je suis avant d'être maman, avant d'être compagne, avant d'être fille de et ainsi de suite. C'est je suis une femme et je suis une femme qui a décidé de se sentir vivante. Si je dois résumer qui je suis, j'aurais envie de dire ça. Parce que sinon, je vais rentrer dans ce que je fais. Ouais. Et la plupart du temps, c'est ce qu'on fait. C'est qu'on va se définir par notre action et pas parce qu'on est vraiment à l'intérieur de soi. Et j'en conviens, c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'on nous a quelque part toujours appris à parler de nos compétences, à parler de notre métier, à parler mais ça ne reste qu'une définition du faire et pas de vraiment la personne que je suis. Et donc, en effet, si je dois me définir par qui je suis, c'est vraiment cette question de je suis une femme qui décide et a envie de se sentir vivante. Et vous verrez la différence vraiment au fur et à mesure de notre petit partage aujourd'hui, la différence entre survivre, vivre et se sentir vivante. L'ikigai permet entre autres d'arriver à se sentir vivante. Marie, toi, tu es qui? Ah, c'est une bonne question. Je m'y attendais pas à celle-là. C'est vrai qu'on commence à se définir par rapport à ce qu'on fait et quand on fait justement plein de choses, c'est ça qui est compliqué. Moi, je suis une femme, je pense. Le mot qui me vient comme ça, c'est pétillante, quoi. Je pense que j'ai besoin de pétillance dans ma vie. Ça pétille toujours à l'intérieur de moi. Je pense que ça se ressent à l'extérieur aussi. Et voilà, c'est pas pour rien que j'aime les bulles et le champagne aussi. Moi, j'aime bien que la vie, ça pétille, quoi. Et que ça pétille dans toutes les sphères de ma vie. Et voilà, si j'avais un mot que je devrais me définir, c'est ça. Peut-être que pour interagir un petit peu avec les personnes qui nous suivent, vous pouvez peut-être le mettre dans le chat, mais c'est peut-être déjà cette première question, se dire si vous deviez vous définir maintenant, qui êtes-vous en fait? Et ça peut être une petite question pour voilà, voir un petit peu cette difficulté à dire qui je suis. Et la plupart du temps, on a cette difficulté aussi à savoir qui on est, parce qu'on ne se connaît pas en fait. Donc, c'est difficile de savoir qui on est vraiment quand on ne se connaît pas. Et un des principes de l'ikigai, c'est vraiment de rentrer à l'intérieur de soi, à une partie vraiment d'introspection pour aller découvrir qui on est vraiment à l'intérieur de soi et pas juste en couche superficielle. Ouais, on a tendance à définir la partie visible. Hein, donc, et voilà, et c'est facile de nous définir par nos comportements et ce qu'on fait. Et pas par qui on est à l'intérieur de nous, ça c'est clair. Tout à fait, et parce que je pense aussi que ça touche une certaine vulnérabilité aussi. C'est de se dire que quand on va expliquer ce qu'on fait, on va dire ce qu'on fait finalement bien, et que quand on va vraiment aller à l'intérieur de soi, c'est un peu plus, voilà, faut avoir, je dis toujours que le chemin de connaissance de soi, c'est aussi un chemin audacieux et un chemin qui va demander du courage parce que c'est pas facile parfois d'être confronté justement à soi-même, d'aller travailler sur nos blessures, d'aller travailler sur plein de choses, mais en même temps, quel bénéfice on peut justement en retirer après. Tout à fait. Parce que j'aime à dire, finalement, c'est que ce que tu fais, tout le monde peut le faire. Voilà, ce que tu as, tout le monde peut l'avoir, mais qui tu es, personne ne peut l'être. Et c'est ça qui est magique aussi, c'est cette fameuse unicité qui fait notre différence. Et ça, c'est ce qui est à l'intérieur de nous. Regarde toutes les deux, finalement. On fait d'une certaine façon la même chose, mais la façon dont on va le faire est complètement différente parce qu'on est deux personnes uniques et complètement différentes. C'est ce qui fait la richesse de ce monde et c'est ce qui fait aussi qu'il n'y a plus de concurrence. Quand on rentre à l'intérieur de soi, il n'y a plus de « oh, elle fait la même chose que moi, ça va me parasiter ». Non, absolument pas. On pourrait faire toutes les deux la même chose et toutes les deux même avec le même outil. Et c'est OK, on va attirer des personnes vraiment qui nous correspondent. Mais pour attirer des personnes qui nous correspondent, tu as plutôt intérêt à te connaître pour finalement attirer les bonnes personnes à toi. Exactement. Et tu fais une superbe intro, un super switch par rapport à que fais-je finalement? Donc, qui je suis, que fais-je?
tu viens d'introduire ma vitrine, en fait. Moi, je prends toujours un petit peu cet exemple de, il y a la vitrine, il y a quand je rentre dans le magasin et puis il y a le service que je vais avoir quand je suis dans ce magasin. Et ce qui fait souvent qu'on est attiré et qu'on a envie de rentrer dans un magasin, c'est la vitrine, en fait. Tu vois, moi, j'adore voir des vitrines colorées, des vitrines dans lesquelles je me dis, waouh, ça m'intéresse, j'ai envie d'aller voir plus loin. Et très souvent, la vitrine première, c'est cette histoire de ce qui va attirer le regard, ce qui va attirer la personne à rentrer en tout cas dans ton magasin. Moi, ma vitrine, c'est quoi? Ce sont justement les femmes. Ce sont les femmes qui ont très souvent un fonctionnement hypersensible, peut-être qu'ils ne sont pas au courant au départ qu'elles ont ce fonctionnement hypersensible, mais très souvent, on finit par identifier un fonctionnement neuroatypique d'hypersensibilité. Ce sont aussi des femmes qui, à un certain moment, se perdent un petit peu en route, se perdent sur leur chemin, parce que comme elles ont peut-être ce besoin d'être aimées, ce besoin de plaire, mais de plaire au sens noble du terme, mais de se sentir entourées, de se sentir aimées, finalement, elles ont un peu pris un chemin qui n'était peut-être pas le leur au départ. Et elles se rendent compte à un certain moment que sur ce chemin, ça devient compliqué, il y a plus vraiment de sens, elles sont un peu perdues vraiment sur leur chemin. Et certaines en arrivent même à un certain moment à soit avoir envie d'un changement de vie. Et le changement de vie, ça arrive souvent quand on se dit « Oh là là, moi j'en ai marre, j'ai envie de tout plaquer et j'ai envie de partir à l'autre bout du monde et de ne plus avoir de signe de personne. J'ai envie de me retrouver sur ma petite île et qu'on me foute la paix. » Très souvent, ça c'est un signe déclencheur aussi. Et autre chose, ce sont des femmes qui soit vont avoir une envie de reconversion professionnelle à un certain moment pour mettre plus de sens dans leur vie professionnelle, mais qui va découler sur la vie privée également, parce que l'impact de notre vie professionnelle est vraiment très important dans notre sphère privée. Et au-delà de ça, ce sont aussi des femmes qui, à un certain moment, peuvent se retrouver dans une sorte d'épuisement, voire même de burn-out. Et je ferai tout à l'heure le lien entre l'hypersensibilité, le burn-out, l'épuisement et justement l'ikigai, comment l'ikigai peut venir. Alors, mon magasin, c'est quoi? Bien, à l'intérieur de mon magasin, vous allez retrouver, entre autres, l'ikigai, qui est un de mes outils fétiches, moi, et pour lequel je me suis formée, pour lequel je me suis documentée, pour lequel, je supervise même des nouveaux coachs ikigai. Donc, pour moi, c'est cette envie de communiquer mon outil d'ikigai, mais au-delà de ça, c'est d'aller bien plus loin que juste appliquer ces 4 cercles qui, vous allez voir, sont un outil de connaissance de soi, de développement de soi, d'évolution, mais aussi de pouvoir, de par mes autres formations et de par mes autres casquettes, pouvoir venir enrichir aussi chacun des cercles pour aller profondément à l'intérieur de soi. Donc ça, je dirais, c'est un peu… Vas-y, Marie. Oui, j'ai une petite question à te poser parce que j'ai le sentiment que ta vitrine, c'est qui tu es. On est d'accord aussi. Tout à fait. C'est ton histoire et c'est ton vécu. Et donc, je pense que j'aime à dire aussi que pour moi, ma meilleure réussite dans mon activité, c'est que les gens viennent pour qui je suis et non pas pour ce que je fais. Et ça fait absolument toute la différence. Et donc, ta vitrine, si tu es OK par rapport à qui tu es, tu vas attirer des personnes qui sont dans la même histoire que toi. Exactement. Et c'est pour ça que je disais d'emblée que les femmes que j'accompagne justement dans cette recherche de qui elles sont et ainsi de suite et qui passent par un accompagnement chez moi, c'est pour ça que je disais, certaines savent qu'elles ont un fonctionnement neuroatypique d'hypersensibilité, d'autres vont le découvrir. Et là, ça fait très appel à mon expérience à moi, c'est qu'en fait, j'ai découvert qu'en effet, j'avais ce fonctionnement-là. Et puis, j'ai dû l'accepter aussi, et puis j'ai travaillé dessus, et puis voilà. Donc, ce que tu dis, c'est vrai, c'est que finalement, cette vitrine, c'est tout simplement qui tu es. Et c'est ce que tu vas faire résonner chez l'autre. On parle fortement de ces fameux neurones miroirs. En fait, c'est ça, c'est que tu attires quelque part aussi à toi les personnes qui te ressemblent et qui vont se reconnaître dans ton chemin de vie, dans tout ce que tu fais. Même si vous allez avoir et nous allons avoir des points communs, nous avons finalement chacune aussi notre histoire différente, mais qui nous permet de nous rejoindre sur certaines choses qui sont vraiment des points communs et par lesquels on passe, et en tout cas par lesquels beaucoup de femmes passent à un moment donné de leur vie. Donc, vitrine, magasin. Et puis peut-être, mon petit plus,
c'est justement de pouvoir accompagner chacune de ces femmes, qu'elles soient hypersensibles ou pas, qu'elles soient en burn-out ou pas, qu'elles aient envie d'une reconversion professionnelle ou pas, à partir à la rencontre de qui elles sont. Et ça, c'est vraiment mon petit plus à moi. Et de les accompagner à développer leur confiance en elles, à oser finalement aussi, à ne pas être constamment dans l'attente extérieure, à travailler aussi l'affirmation de soi. Donc, quelque part, l'ikigai permet d'aller travailler dans plein de domaines différents qui vont venir mettre le sens premier, c'est-à-dire de vivre une vie alignée, avec laquelle on est aligné, et une vie remplie de sens. Et ça, je pense que c'est le plus important, c'est stop à l'anesthésie et faire réémerger un petit peu vraiment ce sentiment de se sentir vivante. Et c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est la différence entre survivre et prendre un petit peu comme si on était en train de se noyer et prendre des bouffées d'air constamment et donc on s'épuise, voilà. Beaucoup d'entre nous vivent et se contentent de ça, mais au-delà de vivre, se sentir vivant, il y a vraiment cette question de sens, il y a vraiment cette question de qu'est-ce que je suis venue faire sur cette terre? Comment moi, à partir de qui je suis, je peux contribuer au monde, et ça, c'est quand même le leitmotiv, l'objectif de l'ikigai. C'est à partir de moi, toute petite personne que je suis, ben, si je suis là, c'est qu'il y a une raison pour laquelle je suis là. Et comment je peux justement aller et contribuer avec tout simplement la personne que je suis. Donc ça, c'est mon petit plus à moi, c'est de vous accompagner justement dans cette découverte-là. Alors, comment s'est passé mon coup de foudre avec l'ikigai? Parce que je pense que justement là, ça va être intéressant de voir que on peut avoir en effet des points communs et puis des histoires différentes, mais des points communs. Alors moi, mon coup de foudre avec l'ikigai, une des premières choses qui s'est passée, c'est le fait de mettre un mot, un diagnostic quelque part sur l'état dans lequel j'étais. Et l'état dans lequel j'étais, c'était un état de burn-out. Alors, l'état de burn-out, ça a été un petit peu la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Aujourd'hui, moi, je suis capable de dire que ce burn-out, ça a été, je pense, la chance de ma vie, que ça a été un cadeau exceptionnel. Voilà, donc je ne le voyais absolument pas comme ça au début. Je me disais, mais je m'en sortirai jamais, comment je vais faire, et voilà, ça va être compliqué. Ça m'a fait passer de très mauvaises périodes, mais au jour d'aujourd'hui, je suis capable de dire que ça a été vraiment la chance de ma vie. Ça m'a sauvé la vie. Ça m'a sauvé la vie aussi bien physiquement que mentalement, et les deux. Parce que mon corps déclenchait plein de maladies, de plein de choses. Mon corps se manifestait, mais ma tête n'était pas capable de l'écouter. Jusqu'au jour où mon corps s'est arrêté de fonctionner et m'a dit « Ok, là, stop, on arrête. On arrête les frais et on va prendre le temps de prendre soin de soi pour redémarrer autrement et redémarrer avec qui on est vraiment. » Bah oui, voilà. Dans les commentaires, c'est souvent cette histoire de burn-out qui est un cadeau. On dit toujours le cadeau mal emballé, mais ça reste un cadeau si on est accompagné et si voilà, parce que je pense que l'accompagnement là va vraiment avoir un intérêt, et le fait de prendre le temps aussi, parce que moi je dis toujours que pour sortir d'un burn-out, il y a cette prise de conscience qui va être importante, et puis il y a cette phase d'acceptation, et je pense que la phase d'acceptation, c'est la plus compliquée à mettre en place, parce que accepter justement notre vulnérabilité et pas notre faiblesse, et accepter qu'en fait, nous sommes aussi quelque part responsables de notre burn-out, parce que dans un premier temps, on a plutôt tendance à dire « ouais, mais c'est l'autre, c'est le manager, c'est le machin, c'est l'organisation, c'est ci, c'est là », mais non, en fait. C'est de se dire que moi aussi, je peux faire des choix et que je peux aussi justement avoir une responsabilité. Et à partir du moment où on comprend qu'on a une responsabilité et qu'on accepte ça, c'est le déclic qui va faire qu'on va être capable de passer de l'autre côté.
Après, attention au burn-out dans le burn-out, c'est-à-dire que comme on a déjà un fonctionnement qui est assez perfectionniste de manière générale et voilà, et quand on s'engage dans quelque chose, on va au bout des choses, on peut aussi parler du burn-out thérapeutique à l'intérieur du burn-out professionnel. Donc, attention à ne pas faire plein de trucs en même temps. Et peut-être une dernière chose pour parler du burn-out et après je passerai à l'étape suivante, c'est de se dire que plus je vais avoir envie d'aller vite, plus je vais avoir envie de sortir vite de mon burn-out, en fait, plus ça va prendre du temps. Je donne toujours la métaphore, c'est tu vas à la pompe à essence et tu te dis, j'ai plus de jus, j'ai envie d'avancer, je vais aller mettre 5 litres. Et puis tu remplis que 5 litres, mais avec 5 litres, tu vas pas aller loin. Et tu vas aller regriller vite tes petits 5 litres. Et il faudra peut-être 3 mois pour arriver à la mer. Or, si tu prends le temps de te poser et de recharger tes batteries, tu fais le plein en une fois et en une traite, tu vas à la mer. Et ça, c'est le danger. C'est qu'on veut à tout prix courir après le temps, savoir ce qu'on doit faire demain et griller le peu d'énergie qu'on va rechercher. Or que l'autre acceptation, c'est accepter de, à un moment, étape numéro 1, on recharge les batteries à fond parce que sinon, ce sera un processus qui sera sans fin ou excessivement long, quoi. Tout à fait. Et souvent, c'est notre tête qui nous dit oui, mais il y a toujours cette contrainte de l'aspect financier, et puis il y a cette contrainte de qu'est-ce qu'on va dire que, et puis voilà, il y a ce regard des autres, il y a ce jugement qui vient en plus amplifier le fait que oui, on va vite se remettre au travail parce que. Mais en fait, souvent, quand on se remet vite au travail, ce qui se passe, c'est que 2 mois après, on s'arrête, mais qu'on s'arrête et on est encore bien plus bas que ce qu'on était avant. Parce que là, on se rend vraiment compte qu'on n'est plus capable de. Donc, il y a vraiment cette importance-là. La deuxième étape, moi, qui m'a permis de faire mon coup de foudre de vivre un coup de foudre avec l'ikigai, même si ça n'a pas été un coup de foudre sur le long terme, qu'il y a eu un petit truc, mais ça, je vous l'expliquerai, c'est justement la découverte de mon hypersensibilité. Voilà. Moi, hypersensible, non, en fait. Je savais pas ce que c'était, je savais pas, voilà, oui, j'entendais. Et je trouvais que c'était un mot, comme beaucoup très à la mode, quoi. Ouais, hypersensibilité, tout le monde est hypersensible à partir du moment où tu ressens les choses un petit peu plus fort que les autres. On parle d'hypersensibilité. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un petit peu la rétrospective de ma vie depuis même mon enfance et de ce que je me souviens. Et je me suis dit, purée, mais moi, j'ai toujours été une enfant hyper angoissée, hyper stressée, à toujours vouloir bien faire, avec des parents géniaux, mais qui m'ont pas facilité la tâche parce qu'il fallait être la petite fille. Tu vois, la petite fille, la coupe au bol, voilà, super bien habillée. Il fallait pas trop parler trop fort, fallait pas trop ci, fallait pas trop là. Et donc, avec finalement toutes ces émotions et tous ces trucs que je vivais à l'intérieur de moi, mais que j'arrivais pas à exprimer, que finalement je pouvais pas trop exprimer parce que je devais être bien, en tout cas bien pour mes parents. Voilà. Alors aujourd'hui, ce qui est génial, c'est que tout le travail que j'ai fait sur moi, ça a eu un impact de dingue sur mes parents. Mon papa a découvert son hypersensibilité, on a découvert plein de choses et donc ça a permis aussi à l'âge de, mes parents ont plus de 60 ans maintenant, ça a permis aussi de remettre une sorte d'harmonie aussi familiale et de se dire, OK, maintenant, on va respecter un petit peu les besoins de chacun. Voilà. Et puis, je vous dis, ça a été mon plus jamais ça. Troisième étape hyper importante, mon plus jamais ça. Moi, je fonctionne par des plus jamais ça. C'est-à-dire qu'à un certain moment, j'arrive devant un mur et là, je me dis, OK, là, c'est plus jamais ça. Mon plus jamais ça, ça a été, je quitte l'enseignement. Je ne savais pas ni comment, moi je suis enseignante à la base, je ne savais pas ni comment, je ne savais pas ce que j'allais faire, je ne savais pas, voilà. Et donc ma rencontre avec l'ikigai au départ a été ça. Ça a été mon plus jamais ça. J'ai vu une pub Facebook un jour passer sur l'ikigai et j'ai fait confiance tout de suite parce que c'était une amie coach, mais une amie française, donc on l'a fait en visio directement, qui proposait ce type d'accompagnement. Et donc je me suis dit, OK, moi ce que je veux, mon but premier, c'est de changer d'orientation. Donc, je vais foncer vers l'ikigai parce que ça va vraiment me permettre d'aller voir autre chose. Grosse désillusion pour moi, qui voulait totalement quitter l'enseignement. À un certain moment, c'est pour ça que je vous dis que mon amour, le coup de foudre de l'ikigai a été génial parce que j'ai appris à me connaître. Vraiment. Et puis, ce que finalement mon ikigai m'avait un petit peu révélé, c'est qu'au niveau professionnel, je restais quand même toujours dans la formation, dans toute une série de choses. Et moi, mon but ultime, c'était à la limite que mon ikigai me révèle que j'étais faite pour aller élever des chèvres au Pérou, quoi.
Tu vois vraiment le truc où c'était à l'opposé de ce que je faisais. Mais en fait, c'est pas ce que je faisais qui était problématique pour moi. C'est l'environnement et le comment. C'est pas le quoi, mais c'est vraiment l'environnement et le comment qui posaient problème. Et donc, tout ça m'a permis après de revenir me centrer sur, OK, moi, ce que j'aime faire, c'est former, ce que j'aime faire, c'est partager, c'est communiquer. Comment, avec tout ça, je peux arriver à me trouver une activité professionnelle? Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis rendu compte aussi que finalement, moi, juste une activité professionnelle, c'était pas suffisant pour moi. Que j'avais besoin vraiment de faire plusieurs choses. Parce que ça me permettait de ne pas tout le temps faire la même chose. Parce que chez moi, le fait de faire tout le temps la même chose, c'est très fatigant, c'est très... Voilà. Et j'avais besoin d'aller me nourrir dans plusieurs endroits. Moi, je suis une très grande fan de pédagogie, qui est mon métier premier. Et donc, cette pédagogie, pour moi, elle était hyper importante de pouvoir la garder. Alors, je pouvais l'exprimer dans tous les accompagnements que je faisais, mais en même temps, j'aimais continuer à accompagner des jeunes. Et donc, j'ai une autre casquette qui ne fait pas partie de l'Ikigai, mais j'utilise l'Ikigai dans mes accompagnements avec les jeunes, évidemment. Et donc, j'ai cette autre casquette qui est là. Et puis, j'ai cette casquette vraiment de coach Ikigai dans lequel je travaille qu'avec des femmes avec vraiment un profil très spécifique. Alors, si on rentre un peu plus dans l'ikigai, finalement, c'est quoi l'ikigai? On en entend beaucoup parler. On voit très souvent ces différents cercles qui composent l'outil de l'ikigai. Mais au-delà de ça, l'ikigai, c'est vraiment une philosophie de vie. C'est pas juste un outil. L'ikigai, ça nous vient de l'île d'Okinawa au Japon et particulièrement du village d'Ojimi, où on s'est rendu compte que cet espace, cet endroit faisait partie de ce qu'on appelle les blue zones. Les blue zones, ce sont des endroits du globe, des endroits du monde où on va retrouver une forte concentration de centenaires qui vivent en bonne santé, donc qui sont en bonne santé, qui sont heureux et qui sont toujours actifs. Et donc, on s'est intéressé particulièrement à comment vivaient ces personnes, ces centenaires heureux, actifs et en bonne santé, en se disant, mais est-ce que ce ne serait pas intéressant d'aller transférer ce modèle oriental chez nous en Occident? Et comment est-ce qu'on peut faire pour arriver à ça? Eh bien, on va partir sur 4 cercles. Si vous allez au Japon, en fait, ce fameux diagramme, vous ne le verrez pas. On parle de philosophie d'ikigai, mais ce n'est pas un outil, c'est vraiment une philosophie de vie. Nous, on l'utilise comme outil au départ, c'est la porte d'entrée. Et puis après, si on sait justement vivre son ikigai, alors on est déjà un pas au-dessus. Au jour d'aujourd'hui, moi, je m'attelle toujours à vivre mon ikigai. J'y suis pas encore, mais je suis toujours en chemin d'évolution par rapport à ça. Alors, l'ikigai, c'est quoi? C'est aussi pouvoir mettre du sens dans sa vie, mais pas du sens à proprement dit dans ce que l'on fait au départ, c'est-à-dire qu'on va partir d'abord de l'être, puis du faire pour avoir. Et ça, c'est aussi quelque chose d'essentiel. Et je sais bien, Marie, que toi, tu insistes aussi beaucoup là-dessus, sur le être et le faire, les 4 dimensions de l'être et ainsi de suite. On va retrouver ça dans l'ikigai d'une autre manière, mais on va vraiment retrouver ça. C'est un petit peu ce principe du connais-toi toi-même. C'est vraiment ce principe de d'abord être quelque chose, ce qui va vous permettre de faire et en mettant du sens dans ce que vous êtes en train de faire, et qui va vous permettre aussi d'avoir. Le but ultime, c'est pas avoir. Le but ultime, c'est être. À partir du moment où je suis capable de faire tout ce que je veux et je suis capable d'avoir tout ce que je veux. Mais vraiment partir de la connaissance de soi. Et c'est la difficulté de beaucoup parce que beaucoup veulent absolument savoir quoi faire demain. Mais il faut d'abord partir par l'être qui semble dans un premier temps pas toujours très éclairant. Mais c'est comme je dis, vous pouvez faire tout ce que vous voulez de votre vie. Mais c'est la façon dont vous allez le faire avec qui vous êtes qui va changer vraiment la donne. Et donc, c'est passé par une intériorité qui est des fois un petit peu obscure dans un premier temps. Ouais. Mais à partir du moment où on a fait ce travail-là, waouh, ça devient super éclairant. On le met au bon endroit avec les bonnes personnes.
Mais voilà. Mais ça, c'est la course à absolument quoi faire demain qui parasite souvent cette étape, qui fait que la personne est dans le fer et puis retombe toujours dans le même processus parce qu'elle n'a pas compris qu'elle était au fond d'elle, quoi. Tout à fait. Et c'est vraiment ça, c'est la recherche de qui... Oui, la recherche de qui on est. Et j'ai envie de dire, alors moi je dis toujours, c'est tout simplement la recherche de qui on est, mais en fait c'est ce qu'on ne nous apprend pas. Et encore, je suis en train de lire un bouquin pour le moment justement qui parle des mécanismes du burn-out, et en fait on se rend compte que les mécanismes du burn-out, ils sont déjà mis en place quasi bien avant notre naissance par rapport aux croyances que l'on va attribuer au travail. Tout simplement. Et on se rend compte que c'est aussi très culturel, tout ce que l'on est en train de vivre. C'est-à-dire que nous, on est vraiment dans une société où le faire va avoir plus d'importance que qui je suis. On s'en fout de qui tu es. Tant que tu fais les choses et que tu les fais bien, voilà, c'est un peu ça. Et pourquoi ? Parce que la société, quelque part, dans laquelle on vit, vous savez, quand on est jeune diplômé et qu'on se fait happer par une grosse boîte, mais que ce soit dans le privé ou que ce soit ailleurs, peu importe, parce que nous aussi, au niveau des enseignants, on a quand même de temps en temps certains avantages, en tout cas quand on est nommé. C'est de se dire que finalement, on est attiré par ça. On est attiré par le « je vais avoir ». Ouais, je vais avoir une voiture de société, je vais avoir un bon salaire pour démarrer. Et puis, c'est ce qui nous empêche d'être. C'est cette fameuse anesthésie, en fait. Parce que tant qu'on fait, tant qu'on a et tant qu'on fait, finalement, on ne se pose pas la question de qui on est. Jusqu'au moment où on a une perte vraiment de repère, une perte de valeur, une perte de... Et il y a souvent un élément déclencheur. Moi, je sais que le premier élément déclencheur, ça a été la naissance de ma fille. Où là, je me suis dit, voilà, il s'est passé un truc à l'intérieur de moi où je me suis vraiment... Ça m'a fortement perturbée, mais je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Où je suis ? Comment je vais continuer à avancer ? Voilà. Et c'est vraiment à partir de là que les choses... J'aurais pu le rajouter, tiens, la naissance de Louise. C'est vraiment à partir de ce moment-là que les choses se sont mises en place. Je me suis séparée du papa de Louise. Ça ne veut pas dire que vous devez vous séparer d'eux, mais ça veut dire que quand c'est pas OK pour vous, il y a moyen de faire autre chose et il y a moyen de faire autrement. Voilà, donc il y a vraiment toute cette dimension-là de l'être qui va être hyper importante. C'est se connecter vraiment à qui je suis. Et se connecter à qui je suis, ça ne se fait pas tout seul. Parce que le problème, c'est que si ça se fait tout seul, c'est qu'on risque de rester très superficiel. Très superficiel, pourquoi ? Parce qu'on va avoir uniquement notre angle de vue, notre point de vue. Et donc, on ne va pas être très objectif. On va plutôt être très subjectif. L'autre est là pour vous questionner, pour vous renvoyer, pour constamment vous aider à aller chercher à l'intérieur de vous. Moi, je dis toujours que les réponses, quand on travaille en accompagnement Ikigai, les réponses, moi, je ne les ai pas. J'ai la méthodologie pour vous aider à aller creuser à l'intérieur de vous, mais je n'ai pas vos réponses. J'ai les miennes, mais je n'ai pas vos réponses. Vous avez chacun et chacune vos réponses à l'intérieur de vous. Et ce sont les réponses les plus importantes. C'est-à-dire qu'un coach qui vous dirait « tu devrais faire ça » ou « tu devrais faire ça » ou « tu devrais faire ça », payez-lui peut-être sa dernière séance, mais après, n'y retournez pas. Parce que nous n'avons absolument pas les réponses. Les réponses, c'est vous qui les avez. Et les réponses, elles ne sont pas là. Les réponses, elles sont, voilà, petit à petit à l'intérieur de soi. Elles sont dans, vous êtes une tête, vous êtes un corps. Et donc, hop, c'est aller connecter tout ça ensemble. Et c'est ce qu'on apprend, entre autres, à faire dans l'Ikigai. Est-ce que jusque-là, Marie, il y a des questions ou il y a des choses, parce que je t'avoue que je ne regarde pas... Non, il y a des échanges, des réflexions, mais il n'y a pas de questions particulières. Donc, on leur dit, n'hésitez pas à poser des questions. Oui, vraiment. Alors, le lien entre l'hypersensibilité, le burn-out et l'ikigai, avant vraiment de rentrer dans les différents cercles de l'ikigai, je pense que ce lien, il est très important à mettre en évidence. Et pourquoi ? Parce que, voilà, moi, c'est un peu ma vitrine, ma spécialité. C'est cette hypersensibilité, c'est cet épuisement et c'est cette ikigai comme outil d'entrée pour venir travailler justement l'hypersensibilité et le burn-out. Le lien là-dedans, c'est quoi ? C'est que l'hypersensibilité est un facteur de par son fonctionnement neuroatypique et physiologique qui va aussi favoriser la fatigue et l'épuisement. On va passer à un certain moment du stress chronique
et ce stress chronique va se manifester sous forme d'anxiété, et cette anxiété va faire qu'à un certain moment, on est en déséquilibre total. Donc, on a beaucoup plus de dépenses que de ressources et on n'arrive jamais à remettre cet équilibre. Voilà, on arrive à le remonter un tout petit peu, mais après, ça devient très compliqué. Et l'importance ici, c'est toujours de se dire que c'est très bien d'aller faire un week-end de thalasso, c'est très bien de se payer 15 jours de vacances, c'est très bien de se faire une sortie entre copines, c'est très bien tout ça. Mais tout ça, ça ne vient réguler que tout ce qui est à l'extérieur de soi. On est dans vraiment quelque chose d'extérieur. Et donc, l'extérieur, ça finit par s'épuiser très rapidement. Par contre, aller travailler encore une fois sur l'intérieur de soi et comment à l'intérieur de soi on peut remonter sa vitalité et son énergie, là c'est totalement différent parce que ça durera beaucoup plus longtemps. Et donc le lien entre... Tu disais Marie ? Autonome par rapport à notre énergie, on aura la ressource à l'intérieur. Tout à fait. Pour aller la chercher, on ne devra pas toujours aller la chercher à l'extérieur. Tout à fait. Et c'est un petit peu l'exemple de la dynamo, hein. C'est finalement tu pédales et ton propre effort te donne de l'électricité, quoi. Ouais. C'est exactement ça. C'est que ce que tu vas mettre en place va te faire dépenser de l'énergie, mais en fait va t'en rendre plus que ce que tu vas dépenser. Ça va être une autre sorte d'énergie qui va venir se mettre en place. Et donc le lien très fort de l'ikigai là-dedans par rapport à l'hypersensibilité au burn-out, c'est vraiment de pouvoir retrouver un équilibre parce qu'on est en déséquilibre. C'est de retrouver cet équilibre, mais dans tous les domaines de sa vie. Un des outils que j'utilise, notamment en début d'accompagnement, c'est vraiment, je ne sais pas si tu vois, c'est cette roue de satisfaction, où on va mettre 10 domaines de notre vie qui sont des domaines importants, et là-dedans, on va faire une sorte d'évaluation à l'instant T de notre satisfaction personnelle par rapport à ces 10 domaines. Et ça, c'est déjà très révélateur. Et c'est quelque chose qu'on refait au milieu d'accompagnement et c'est quelque chose qu'on refait à la fin d'un accompagnement pour voir, tiens, est-ce qu'il y a une évolution ou pas ? Forcément, la plupart du temps, il y a une évolution qui va se manifester quelque part. Tout ne va pas bouger en même temps, mais ce qu'on va voir aussi, c'est que dans cette roue, un élément va faire bouger d'autres éléments. Voilà. Et là, c'est l'intérêt du lien qui va se trouver entre tout ça et de pouvoir être guidé aussi dans ce domaine. Donc là, c'était vraiment par rapport au lien entre hypersensibilité, burn-out, épuisement et justement l'ikigai, comment l'ikigai peut venir nous aider à dépasser ça. Alors, si on zoome un petit peu sur les 4 cercles de cet ikigai, parce que c'est intéressant maintenant d'aller vraiment en profondeur à l'intérieur de ces 4 cercles, on commence toujours dans un accompagnement par travailler ce qui se trouve en haut, c'est-à-dire ce que j'aime. Parce que se reconnecter à ce que l'on aime, à ce qui nous fait vibrer, à ce qui nous fait une sorte, Marie, tout à l'heure, tu parlais de bulle, de quelque chose de pétillant et tout. Ça, c'est quelque chose qu'on vit à l'intérieur de notre corps. C'est les choses qui nous permettent finalement de nous sentir bien. Il y a une sorte de vibration, il y a une sorte de contentement qui est là. Alors, aller travailler sur ce qu'on aime est important dans un premier temps parce que c'est ce qu'on aime qui va aussi nous permettre de remettre du positif dans notre vie. Et parfois, comme on est prise dans le train-train quotidien de notre vie, c'est-à-dire boulot, enfant, mari, ménage, voilà, toutes les choses extérieures à notre épanouissement finalement, eh bien c'est intéressant de venir se reconnecter à ce qui nous fait vibrer ou aussi à ce qui nous faisait vibrer avant. Donc la question du quelles sont les choses que j'aime, quelles sont les choses qui me font vibrer, et c'est là que va intervenir l'état de flow. L'état de flow qui est hyper intéressant parce que cet état de flow, et je vois Céline qui dit c'est parfois compliqué de savoir ce qu'on aime, en effet. Et donc une chose qui peut nous aider aussi à comprendre ce qu'on aime, c'est la connexion à cet état de flow. Cet état de flow, on le détecte premièrement, une des premières choses qui nous permet de voir que c'est un état de flow, qu'on est en train de vivre un état de flow, c'est la perte vraiment de la notion du temps. Premier élément, c'est je perds la notion du temps, c'est-à-dire que je ne me rends pas compte qu'il est déjà, moi, je sais que ça t'est déjà arrivé aussi, Marie, mais ça m'est déjà arrivé de dire à ma fille, non, tu n'iras pas à la garderie, et en fait, de me dire, d'avoir dans ma tête 14h30 et de me dire, ok, je vais y aller, et en fait, de me rendre compte qu'il est 15h30 et qu'elle est déjà sortie.
Donc voilà, elle sait que maman, de temps en temps, a des, des périodes. On ne promet plus rien. Je dis toujours, je fais mon possible, mais c'est pas toujours dans les moyens de m'arrêter à temps. Tout à fait. Et moi, elle me demande maintenant pour aller à la garderie, tu vois. Donc, elle a compris. Elle se dit, maman, je peux aller à la garderie. Donc, voilà, je suis plus tranquille par rapport à ça. Donc, vraiment, cet état de flow, c'est ce qui fait perdre la notion du temps. Première chose. Mais c'est pas tout. Parce que, je sais pas moi, regarder un bon film, ça peut aussi vous faire perdre la notion du temps. Vous vous rendez pas compte de l'heure qu'il est, voilà, et vous finissez votre film à 11h30, ça a duré 3 heures et vous vous êtes pas rendu compte que ça a duré 3 heures. L'état de flow, associé à ça, il doit y avoir une sorte un peu de défi, un petit challenge, quelque chose qui vient un peu bousculer vos habitudes. Pas de trop, parce que si ça bouscule trop, vous allez tomber dans l'anxiété. Et il faut quand même qu'il y ait un petit quelque chose, parce que s'il n'y a pas ce petit quelque chose, vous allez tomber dans l'ennui. Donc, vraiment, ce petit, voilà, un petit défi, un petit challenge, qui va vous faire oublier aussi vos besoins primaires. Curieusement, vous n'avez plus besoin de manger, vous n'avez plus besoin d'aller aux toilettes, vous êtes vraiment absorbé par la tâche. Et la dernière chose pour cet état de flow, c'est que ça va vous permettre une sorte d'évolution. C'est-à-dire que quand vous êtes arrivé à la fin de ce que vous étiez en train de faire, eh bien, vous allez avoir une sorte de satisfaction, une sorte de bien-être, une sorte de « oh, j'ai envie de recommencer » parce que ça m'a procuré vraiment un bien-être. Et donc ça vient toucher à ce que j'aime, à cet état de flow, à ce qui me fait vibrer. Au-delà d'identifier ça, et pour identifier ça, on identifie ça dans un accompagnement par des questions d'introspection, par toute une série de choses. Ce qui est intéressant, c'est pas juste de se dire et d'avoir une liste de 25 choses que l'on aime, c'est de se dire, mais pourquoi j'aime ça? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Et là, on va trouver des choses intéressantes. Qu'est-ce qui se cache derrière le fait que j'aime passer des heures sur Canva, j'en sais rien, à faire des montages, des machins, des trucs? Qu'est-ce qui, là-dedans, est vraiment important pour moi? Pourquoi c'est ça? Et donc, ça nous permet de dégager toute une série de choses, de points communs dans toutes les activités qu'on a mises et qui, au départ, on a parfois cette impression que ça n'a pas de lien. Quand on les voit comme ça, ces activités, on se dit, j'aime, je sais pas moi, aller faire du tennis et j'aime créer des trucs sur Canva et c'est quoi le lien entre les deux? Donc, l'intérêt de l'accompagnant, du coach, c'est d'aller vraiment chercher à l'intérieur et d'aller voir OK, mais pourquoi tu aimes ça? Qu'est-ce que ça... Vu qu'on est dans les personnes, en tout cas majoritairement, qui ont fait déjà les moteurs et les talents, c'est exactement le travail qu'on fait en profondeur. Dans mon accompagnement, c'est cette bulle-là. Et donc, on va chercher ce fameux pourquoi, comme tu dis, sur plein d'activités qui ont l'air différentes, parce qu'il y a toujours une lecture, c'est « Ah, j'aurais m'organiser des événements », tu te dis « Ah, parce que tu es organisé », mais non, absolument pas. Pourquoi? Et donc, le fil rouge, il y a toujours un fil rouge d'activité en activité. C'est exactement le travail qu'on fait en profondeur. Donc, si un jour, vous devez être accompagné par Audrey, l'avantage Audrey, c'est que tu vas aussi gagner énormément de temps, parce que ça, c'est le travail, vraiment, les 6 moteurs du 6e, c'est vraiment le focus en profondeur pour aller rechercher cette bulle-là. Et donc, ça, c'est exactement le travail que moi, je fais. C'est cette bulle de ce que j'aime, aller rechercher le fil rouge et d'avoir vraiment en profondeur, comme tu dis, sur Canva, pourquoi tu aimes aller chercher? Parce que tu aimes apprendre, comprendre, tu aimes le beau, tu aimes quoi derrière? Et c'est ce qu'on fait dans les moteurs de façon très approfondie. Donc, on ressort derrière tout ça. Et c'est ça qui est génial, c'est que là, on est encore en train de démontrer qu'on peut, hop, tu vois, de nouveau, assembler toute une série de choses parce qu'on gagne du temps là-dessus, on va peut-être plus en dépenser sur autre chose. Et voilà, en fait, c'est ça qui fait qu'on arrive petit à petit à plus de connaissances de soi, et pas plus de connaissances de soi pour aller nourrir notre ego, plus de connaissances de soi pour se dire, OK, qui je suis pour contribuer, qui je suis pour faire. De nouveau, on revient là-dedans. Le deuxième cercle qu'on aborde, c'est celui qui se trouve sur la gauche. C'est ce pourquoi je suis douée. Et là-dedans, on va aller rechercher tout ce qui va toucher à nos talents. Tu vois, on revient sur les talents. Donc, ces choses qui sont innées, qu'on a souvent beaucoup de difficultés à mettre en évidence parce que c'est finalement tellement facile pour nous que, voilà, on n'arrive pas à le voir. Les autres ont parfois ce regard beaucoup plus précis sur quels sont nos talents, justement. Donc, on a cette histoire de talent.
on a aussi cette histoire de tout ce qui va toucher à nos qualités, à nos forces de caractère. Et là, on est aussi très en lien avec la psychologie positive et ces fameuses 24 forces de caractère de Chris Peterson et Martin Seligman. Moi, j'utilise un test pour pouvoir justement aller identifier ces forces de caractère. Et ces forces de caractère, elles vont nous apprendre quoi? Elles vont nous les répartir dans une sorte de classement. Et ce classement, qu'est-ce qu'il met en évidence? C'est que les forces qui arrivent en premier lieu, eh bien, c'est là-dessus justement qu'on peut aller s'appuyer. Ce sont un peu nos piliers, c'est ce qui nous permet d'avancer. Moi, je sais qu'une de mes forces qui se trouve dans le début de classement, ça va être l'amour de l'apprentissage. Enfin, c'est pas étonnant. Moi, je suis une boulimique d'apprentissage, j'ai des bouquins partout, j'ai besoin de me nourrir, j'ai besoin vraiment de me nourrir de cette manière-là. Donc, est-ce que tu valides, que je te coupe aussi, que tu es bien une visionnaire gorge? Est-ce que tu as validé ça ou pas? Ouais, j'ai encore un peu du mal de temps en temps. Moi, ça me semble tellement évident. Enfin, je dois dire, c'est le boulimique de savoir, besoin d'apprendre, de comprendre, la communication. Mais je l'accepte. C'est même pas une question d'acceptation, c'est une question de. Je relis souvent, tu vois, je intègre. C'est plutôt intégrer, c'est ça. C'est OK là, mais après j'intègre les choses. Et donc vraiment aller rechercher ces forces parce que celles qui vont se trouver en haut vont nous, en s'appuyant sur elles vont venir nous recharger en énergie. Celles qui se trouvent dans le fond ne sont pas nos défauts, mais sont celles où ça va nous demander beaucoup d'énergie pour les mettre en avant. Je vous donne un de mes exemples à moi, c'est entre autres la persévérance. Donc, j'ai arrêté vraiment de me mettre des trucs comme ça sur le long terme parce que chez moi, la persévérance, c'est un truc très compliqué. Donc, je sais que si je veux être persévérante, je ne vais pas aller m'appuyer sur ma persévérance vu que ça te fatigue. J'en ai pas beaucoup, d'accord? Donc, je vais aller m'appuyer sur une de mes forces qui va se trouver en haut pour pouvoir venir compléter quelque part cette persévérance. Et donc, le besoin de comprendre, le besoin de va venir m'aider à être persévérante dans ce que j'ai envie de mettre en place. Donc, c'est venir se servir de nos forces pour avancer dans nos forces, mais qui vont se retrouver justement tout dans le fond. Il y a encore d'autres exercices que l'on peut faire vraiment pour aller voir ce pourquoi on est doué. Si ensuite on continue, on va passer sur le cercle de droite. Le cercle de droite, c'est ce dont le monde a besoin. Et là-dedans, on va retrouver vraiment ce qui fait sens pour nous. Et ce qui fait sens pour nous, ce sont nos valeurs. Nos valeurs personnelles et pas les valeurs familiales, pas les valeurs sociétales, pas les valeurs qu'on nous a transmises à l'école, vraiment nos valeurs personnelles. Donc, de pouvoir les découvrir et de pouvoir aussi, moi j'appelle toujours ça le tamis des valeurs, c'est de pouvoir aller sélectionner nos 3-4 valeurs les plus importantes. Parce qu'à partir du moment où on a ces 3-4 valeurs les plus importantes et qui guident nos actions, eh bien, c'est à partir de là qu'on va pouvoir s'aiguiller aussi, qu'on va pouvoir s'orienter sur notre chemin. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on va pouvoir se dire qu'on est responsable de notre évolution, on est responsable de notre bonheur. Et que si une situation ne correspond pas à une de nos valeurs, eh bien, on aura le choix, en fait. On aura le choix de se dire, OK, momentanément, je sais que cette situation ne correspond pas à ma valeur numéro 3, par exemple, mais je suis quand même d'accord d'y aller. Et là, c'est vraiment la responsabilité. C'est pas comme si l'extérieur m'envoyait un truc et me disait, t'as pas le choix. Si, j'ai le choix. Soit j'y vais, mais je sais que je ne pourrai tenir que sur un court moment parce que ça ne correspond pas à mes valeurs. Soit je n'y vais pas. Mais j'ai ce pouvoir-là de choisir. On a toujours quelque part le pouvoir de choisir les choses. En tout cas, on a le pouvoir de choisir notre réaction par rapport à ce qui peut nous arriver. Parce que ce serait une erreur de dire qu'on a le pouvoir toujours de choisir tout. On n'a pas le pouvoir spécialement de choisir ce qui nous arrive. On a parfois une responsabilité dans ce qui nous arrive. Mais en tout cas, on a le pouvoir vraiment de voir comment on va réagir à ce qui nous arrive. Donc là, on travaille vraiment dans ce cercle de droite sur ce dont le monde a besoin, c'est-à-dire sur nos valeurs, comment, à partir de mes valeurs, qui sont un petit peu ce qu'on appelle mes combats, à partir de mes combats, comment je peux contribuer au monde.
certaines vont être plus dans le domaine écologique, d'autres vont être plus dans le domaine, vont travailler avec des femmes battues, d'autres vont, voilà. Et des fois, ce qui est intéressant, c'est que moi, dans les accompagnements, quand on explore le talent, on parle des valeurs aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des personnes à nouveau qui veulent faire table rase de tout et qui veulent remettre tout en question. Alors, quand tu fais tout le travail, tu te rends compte qu'il y a en fait juste une valeur qui est certainement la valeur principale, qui est complètement pas respectée dans son boulot. Et en fait, elle remet tout le boulot en question, alors que c'est juste une valeur qui dysfonctionne. Et le cadeau, c'est quand à nouveau tu en as conscience, ben, t'évites, comme toi tu as bien dit aussi, d'aller tout vouloir changer. Sauf que le problème, c'est que dans un premier temps, moi j'en ai eu des comme ça qui disent, ben, non, en fait, je n'ai plus envie de faire ça parce que j'ai l'impression que c'est ça, c'est ce que je fais qui est pas OK. Or que si tu peux continuer à le faire, mais alors avec d'autres valeurs, peut-être dans un autre environnement. Et ça, c'est toute la donne d'avoir une conscience sur ces valeurs qui permet aussi de mettre en angle vie. OK, est-ce que ça c'est assouvi ou pas, en partie ou pas du tout, et de pouvoir aller changer ce qui doit être changé, quoi. Exactement. Et c'est vraiment ça qu'on va retrouver aussi dans cette partie de cercle. La dernière chose, c'est le cercle qui va se trouver juste en bas. C'est ce pourquoi je peux être rémunéré. Alors, très souvent, dans les diagrammes, vous allez trouver ce pourquoi je peux être payé. Moi qui accompagne parfois des jeunes retraités, elles n'ont plus spécialement envie d'être rémunérées. Donc, elles n'ont pas envie de se trouver un autre job parce qu'elles estiment avoir fait leur taf au niveau officiel. Par contre, on peut aussi être rémunéré de manière symbolique. Donc ça, c'est important de se dire qu'il y a deux manières d'être rémunéré. Soit financièrement, contre un échange d'argent, mais il y a aussi cette question de rémunération symbolique. Ça peut être un merci, ça peut être faire du bénévolat, ça peut être vraiment toute une série de choses. Et là, on va vraiment ouvrir de manière très, très large au niveau de toutes les activités concrètes que l'on pourrait faire. Et donc, de nouveau, on ouvre très large. On va un petit peu dans cette question. Tu sais, cette question un petit peu, OK, tu gagnes au loto, tu peux faire tout ce que tu veux dans ta vie. Qu'est-ce que tu aurais envie de faire? Voilà. Donc, on va vraiment balayer très, très large. Et puis, petit à petit, eh bien, on va recentrer les choses en commençant aussi à mettre un petit peu en évidence ce qu'on aime, ce pourquoi on est doué et ce dont le monde a besoin. Et donc, petit à petit, il y a des choses qui commencent à... Voilà, il y a des choses qui commencent à émerger. Alors après, il y a deux philosophies. Soit, dans les personnes que j'accompagne, certaines vont avoir envie de passer par les 4 intersections, qui vont être la passion, la mission, la profession et la vocation. D'autres vont me dire, écoute, moi Audrey, ce que j'ai envie maintenant, c'est de vivre vraiment en accord avec mon ikigai. Et donc, je m'en fous de la passion, de la mission, de la profession et de la vocation. Moi, je veux que de manière générale, dans ma vie, j'ai mon ikigai et que cet ikigai soit mis partout dans les différents domaines de ma vie. La plupart du temps, c'est ce qui se passe dans les accompagnements que je fais. C'est-à-dire qu'on bypass les 4 intersections. Parce que les personnes savent maintenant ce qu'elles veulent. Pas ce qu'elles ne veulent plus, mais ce qu'elles veulent. C'est toujours plus facile de savoir ce qu'on ne veut plus. Par contre, de savoir ce qu'on veut, c'est toujours un peu plus compliqué, c'est un peu plus challengeant parce qu'on a peur aussi de se lancer sur le mauvais chemin. Donc, si on veut travailler ces différentes passions, missions, professions, vocations, eh bien, on va mettre en lien des cercles ensemble. Et donc, la passion, ça va être à la fois ce que j'aime et ce pourquoi je suis douée. On va venir voir ici, hop, qu'il y a une passion qui va se dégager. On va voir au niveau de la mission, eh bien, cette intersection entre ce que j'aime et cette fois-ci mes valeurs. Et là, on va avoir la notion de mission. On va avoir la profession, c'est ce pourquoi je suis douée, et en même temps, ce pourquoi je peux être rémunérée, encore une fois, financièrement ou symboliquement, peu importe. Et puis, on va trouver notre vocation, qui va être ce dont le monde a besoin, avec ce pourquoi je peux être rémunérée. Le seul souci, c'est que beaucoup de personnes avec lesquelles je travaille, moi, ont une grosse perte de sens dans leur profession première. Et donc, beaucoup vont me dire, oui, mais la profession, c'est ce pourquoi je suis douée, donc quelque part, qualité, compétences et ainsi de suite qui vont venir se mettre en place. Et en même temps, je peux être rémunérée pour ça parce que c'est quelque chose que je fais bien. Mais les valeurs, ça vient fortement toucher à qui je suis. Et donc, beaucoup vont me dire, non, non, moi, la profession, je veux qu'il y ait un lien direct avec mes valeurs. Et c'est là qu'on va retrouver
deux situations différentes avec une forte majorité de personnes qui vont soit se réorienter et toujours une réorientation progressive, pas sclatch du jour au lendemain où on n'assure rien parce que là, le niveau d'anxiété va être terrible, surtout pour des hypersensibles où le niveau d'anxiété est déjà important au départ. Donc, il y a cet intérêt d'accompagner tout doucement vers justement la profession avec recherche de sens. Et là, deux écoles. Soit j'ai une profession qui va être un petit peu ce qu'on appelle le job alimentaire, dans lequel je sais que ça va venir m'assurer financièrement quelque chose, ça va me permettre de payer mes factures. Mais à côté de ça, c'est pas ça qui va venir nourrir... ça va venir me nourrir physiquement, certes, mais ça va pas venir me nourrir spirituellement, mentalement, émotionnellement. Et donc, l'intérêt d'avoir à ce moment-là une activité sur le côté, qui peut être une activité complémentaire ou tout à fait autre chose, mais où là, je vais être en lien avec mes valeurs, avec mon ikigai. Parce que sinon, de nouveau, je vais être dans ce déséquilibre. Et ça me permet de maintenir l'équilibre entre un job alimentaire qui peut-être me satisfait pas au niveau valeur, mais qui me demande pas trop de... Voilà. Et de trouver aussi cet équilibre-là. Ou alors, de passer de l'autre côté, mais toujours de manière transitoire pour éviter de faire péter la jauge à anxiété. Okay. On arrive à se recentrer sur vraiment notre ikigai. Et notre ikigai, c'est quoi? C'est notre mantra. C'est notre petite phrase. Ça peut aussi être des verbes d'action. Ça va être notre étoile du Nord. Ça va être notre mission de vie. Et certes, on a envie d'être le plus précis possible, mais en même temps, on sait qu'on peut toujours, se réaiguiller. Notre ikigai, c'est vraiment ce qui va nous permettre de retrouver notre équilibre, notre alignement et notre contribution au monde. C'est-à-dire que si on a ça, en fait, si on a connaissance de ça, si on intègre ça et si on vit ça, quelque part dans la vie, on peut toujours s'en sortir. Et très fortement, quand on a son ikigai, on va très vite se sentir, tu sais, comme quand on part un petit peu, on dérape un peu là. C'est comme en voiture, tu patines un peu, tu dérapes un peu et t'as envie de te remettre, t'as envie de te remettre sur la route. En fait, en te replongeant directement dans ton ikigai, ça va te permettre de dire, ok, mais là-dessus, je suis pas alignée en fait. Donc, quelle action je peux mettre en place pour pouvoir me réaligner et me mettre finalement au centre de ma vie, avec toujours cet intérêt de je suis au centre de ma vie parce que c'est ça qui va me permettre d'être disponible pour les autres et d'être aussi, encore une fois, de contribuer avec qui je suis. Donc l'ikigai, c'est vraiment ça. Et l'ikigai en tant que tel, c'est vraiment ce chemin. Quelque part, c'est le chemin qui va être le plus important. L'ikigai, c'est la destination, mais moi, je dis toujours que la destination, c'est peut-être pas la chose la plus importante. C'est qui je deviens dans le voyage, sur le voyage. C'est vraiment qui je deviens quand je passe par le cercle 1, le cercle 2, le cercle 3, le cercle 4. Et là, automatiquement, il y a notre ikigai qui va émerger, il y a quelque chose qui va émerger. Et après, c'est comment concrètement, une fois que j'ai cet ikigai, l'intérêt, c'est de se dire, ok, j'ai mon ikigai, mais comment je peux faire pour le mettre concrètement en place? Parce que c'est génial de trouver son ikigai, mais après, si, ok, ça reste là comme ça et que je ne le vis pas, il n'y a pas spécialement d'intérêt. L'intérêt, c'est d'intégrer les choses et de les vivre, comme dans justement tout ce qu'on peut faire en développement personnel, en évolution personnelle, c'est ça, c'est de revenir à un certain moment dans la matière et de se dire, ok, mais je fais quoi moi avec ça? Et donc là, démarre tout un autre processus qui est petit pas par petit pas, on va créer son projet. Mais moi, je dis toujours que son projet, c'est pas spécialement un projet professionnel. Ça peut être un projet de voyage, ça peut être, je sais pas moi, un projet de construction de maison, un projet d'avoir un enfant. C'est votre projet. C'est quoi votre projet et comment petit pas par petit pas, eh bien justement, on peut avancer vers ça. Je pense que j'arrive tout doucement. Ouah, Marie, j'aurais peut-être respecté un timing pour une fois. S'il y a bien quelqu'un qui ne t'en voudra pas, j'ai fait un coaching à 12h30.
à déborder. C'est moi, je déborde toujours. Donc, coolos, tranquille. Non, mais c'était mon challenge de, voilà, 1 heure. Alors, comment trouver son ikigai? Moi, je vous déconseille toujours, mais après, je sais que c'est très compliqué à faire parce que je l'ai fait moi aussi, mais je ne les ai pas lus. Je vous déconseille d'acheter un livre ou achetez-le, mais ne le lisez pas tout de suite. Par contre, faites-vous accompagner pour expérimenter les choses. Lire un livre et répondre encore une fois à des questions. Il y a plein de bouquins qui sont super bien faits sur des questions introspectives, mais ça ne vous permettra jamais d'être au plus juste avec votre ikigai. Parce qu'encore une fois, souvent dans un second temps, si tu veux, quand tu as déjà eu des déclics, aller faire un zoom, intégrer le livre, aller en profondeur. Mais alors, ça ne va jamais, tu resteras toujours en surface. D'ailleurs, tu resteras toujours dans le questionnement. Oui, est-ce que c'est vraiment bien ça, d'une certaine façon? Tout à fait, c'est exactement ça. C'est vraiment de se dire, la lecture est intéressante, mais de la faire après. Alors, si vous êtes comme moi et que vous avez du mal à vous retenir, ben, achetez le livre avant et puis mettez-le de côté et revenez-y après. Mais c'est vraiment cet intérêt-là, c'est après. Parce que ça vient donner de nouveaux éclairages encore. Moi, je sais qu'il y a encore des bouquins que j'achète sur l'ikigai parce que ça vient encore me donner une autre compréhension de... Et c'est ça, enfin moi c'est parce que je sais que j'ai besoin de comprendre les choses, mais c'est ça qui est intéressant. C'est d'avoir fait le travail, d'avoir expérimenté dans le corps, dans la matière et aussi de manière introspective. Ça pour moi c'est... voilà. Ouais. Pour moi c'est vraiment le plus important. Et puis ben j'arrive... petit à petit à la fin. Et moi, j'avais quand même envie de... voilà, je t'en ai pas parlé, Marie, mais moi, j'avais quand même envie de pouvoir offrir quelque chose justement à toutes les âmes pétillantes et à toutes les personnes qui nous suivent. C'est de pouvoir offrir un petit cadeau d'une remise de 10%, justement sur un accompagnement, que ce soit de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois. Forcément, il y a toujours un objectif qui va être le même, mais la méthodologie et la manière dont on va avancer va être différent en 3 mois et en 12 mois. On est vraiment sur un accompagnement beaucoup plus long. Ou même lors d'une petite retraite, automne ou printemps. Et donc, voilà, ça, c'était mon petit cadeau. J'avais envie de vous proposer ça. Chouette. Comment elles font d'ailleurs concrètement, du coup? Alors, comment elles font concrètement? Eh bien, elles peuvent directement... Alors, je vais peut-être t'envoyer, Marie, un QR code. Je vais t'envoyer un QR code. Et qu'est-ce qu'on fait? On le mettrait peut-être sur le groupe? Toi, tu peux le mettre dans le groupe par toi-même. Tu peux être autonome. Moi, je le mettrai sur la plateforme. Super, parfait. Eh bien, alors, je fais ça. Je crée le QR code avec la remise de 10%. Et comme ça, directement, ça se met en ordre et on avance comme ça. Cool. OK. Ben, parfait. Et je pense que 1h02 et 16 secondes. C'est beau ça, cool. Merci Audrey. Écoute, moi, tout ce que tu m'as dit, ça résonne parce qu'en fait, je pense qu'on est complètement dans la même philosophie. Les mots que tu dis résonnent. Et ce qui est toujours super intéressant, c'est que, et c'est ce que je répète toujours, je pense que quoi qu'il arrive, on aurait même le même outil, le faire avec une autre personne. C'est toujours super intéressant. J'ai des personnes qui m'ont entendu 50 fois et même entendre de la même personne, on réouvre un champ de possibilités. Ce qui me rassure, c'est que je pense que la façon dont j'amène les choses sont dites avec d'autres mots, mais la philosophie de profondeur est exactement la même. Et donc, j'imagine que les personnes s'y sont retrouvées aussi. Mais l'angle et l'axe est différent, donc ça peut apporter un angle de vue complètement différent aussi. D'aller réappuyer sur des choses qu'on n'était peut-être pas prêt à entendre. Je dis toujours aussi qu'il y a des étapes de vie où on peut le faire à un moment donné et puis on le refait à un autre moment donné, il y aura un autre éclairage. Donc, j'ai envie de vous dire, allez-y, foncez parce que, voilà, moi, tout ce que tu m'as dit, je adhère à 100%. On pourra même faire des trucs en duo et réenchérir parce que c'est vraiment la même chose, mais alors sous un axe et un angle complètement différent qui apportera aussi encore un autre éclairage. Et c'est ça, c'est de se dire aussi, arrêtons de courir après un seul but ultime. Il y a tellement de portes et de possibilités qu'il y a entre tout ça et de pouvoir faire un choix en conscience, comme Marie-Aline dit, quand tu n'as plus rien devant toi et que tu dois redémarrer à zéro. Alors, ça dépend, démarrer à zéro. Moi, j'aurais envie de dire qu'il y aura certainement, ça dépend. Je te connais, Marie-Aline, c'est peut-être le démarrer à zéro dans l'environnement, la maison et tout ça, peut-être. Mais
On repart vraiment jamais à zéro parce que quand on refait un travail, on peut aller rechercher pas mal de fondations et de belles choses qui étaient juste pour éviter d'avoir ce sentiment, parce que plus on se dit je dois recommencer à zéro, mais plus on se met un stress surpuissant à l'intérieur de nous. Et à nouveau, comme tu dis si bien, de pouvoir prendre en conscience peut-être un job qui est dit alimentaire et de pouvoir s'épanouir autrement que 100% dans un même endroit et dans un même environnement. C'est quasi, soyons clairs, impossible de toute façon de trouver un boulot qui répond à toutes les facettes de notre être. Mais si on peut se dire, OK, là, j'ai une partie, j'ai pas tout, j'en ai conscience, donc je sais pourquoi je suis fatiguée et qu'est-ce que je peux faire en dehors, que ce soit rémunérateur, une activité complémentaire ou des moments plaisir simples et bruts dans notre vie pour retrouver cet équilibre. Tout est absolument possible et tout est juste, mais évitons de se dire justement, je dois repartir à zéro, je n'ai rien si. Nous, c'est notre job justement d'aller rechercher toutes ces belles choses qu'on a déjà parce que c'est sur cette fondation-là qu'on va pouvoir avancer, surtout, comme tu dis, petit pas par petit pas. C'est super important. Et que plus nous, on avance, je le vois, hein, moi, dans mes activités, ou plus moi, j'avance, j'ai changé ça fait 6 ans à temps plein, finalement, que je fais mon activité. Mais quand les gens voient le résultat, ils se disent, ouais, mais c'est quasi impossible d'en arriver là. Mais il y a eu tellement d'étapes, tellement de choses en 10 ans qui se sont passées. Et moi-même, j'ai fait des petits pas. Et au début, j'ai gardé mon job alimentaire. J'avais conscience que c'était plus OK. Et j'ai été me renourrir en dehors de mon activité. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai libéré de mon temps, que petit à petit, j'en suis arrivée là où j'en suis aujourd'hui. Mais ça ne s'est absolument pas fait en 24 heures. Et encore aujourd'hui, je dis toujours que tout le travail que vous faites, le travail qu'on peut faire avec toi aussi, on s'offre un GPS pour toute notre vie. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se tromper de chemin parce qu'à un moment, on peut être inattentif ou se remettre en pilotage automatique et dire mince, c'est pas par là que je devais aller. Mais le GPS, à un moment, va nous faire revenir sur ce droit chemin. C'est juste offrir un cadeau où on a la ressource à l'intérieur de nous pour pouvoir avancer et pas à nouveau dépendre toujours de l'extérieur de soi. Donc, merci. C'était un super partage. Merci à toi. Et donc, continuez à aller explorer à l'intérieur de vous. Hein. En plus, c'est le mot, explorer. Et avec Audrey qui pourra... Audrey, moi... oui, pourquoi? Oui, Audrey. Oui, moi, les prénoms, des fois, oui. Oui, Audrey. Oui, non, c'est bien Audrey que j'ai en face de moi pour qu'elle puisse apporter encore un autre éclairage, un autre angle de vue, peut-être y appuyer sur quelque chose que vous n'avez peut-être pas encore tout simplement intégré, que vous savez, mais que la pièce n'est pas encore rentrée. Et donc, allez-y, foncez. Je pense qu'on a tout à fait la même philosophie de vie. Merci pour ton cadeau. C'est super gentil d'offrir ça aussi. Je ne sais pas s'il y a des cadeaux aussi, mais des questions. Tu les vois passer. Voilà, il y a des personnes qui ont dû partir. En tout cas, celles qui sont arrivées en cours de route, de toute façon, la vidéo, elle tourne non-stop sur le groupe. Donc, vous pourrez la réécouter en replay quand vous le souhaitez. Et l'MP4 va être déposé aussi sur la plateforme en ligne pour celles qui découvrent et explorent leur talent. Chouette. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Juste dire merci et dire merci à toutes les personnes qui étaient présentes soit en live et qui nous regarderont aussi en replay et de dire que oui, peut-être je terminerai juste par ça. Il y a 5 ans, j'aurais pas été devant vous comme ça aujourd'hui. Et comme tu disais, Marie, c'est vraiment cette transition, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça ne s'est vraiment pas fait du jour au lendemain. Il m'a fallu vraiment le temps de me sécuriser, de travailler ma propre sécurité intérieure, pas extérieure, intérieure. Au jour d'aujourd'hui, j'ai quand même fait le choix de quitter finalement un job qui a quand même ses avantages. D'être enseignant, ça a quand même ses avantages de pouvoir avoir des horaires calqués un petit peu sur les enfants, d'avoir... alors, on va pas faire le débat des congés, mais en tout cas de pouvoir avoir ses congés en même temps que ses enfants. Et puis, moi, la chance que j'avais aussi à ce moment-là, c'est que j'étais nommée, quoi. Donc, j'ai quand même quitté une sécurité d'emploi au jour d'aujourd'hui dans une conjoncture dont je n'ai pas envie de tenir compte, c'est-à-dire que moi, les infos, je ne les regarde pas, je vis dans mon monde, je vis dans mon truc, et parfois, j'apprends que, ah oui, il s'est passé ça. Mais comme je n'ai pas de pouvoir là-dessus, je me dis, mais pourquoi je vais aller m'inquiéter? Voilà. Ouais. J'ai développé je pense qu'il y a une chose, c'est développer cette capacité de résilience. Voilà. Ça m'a surtout appris et fortement appris ça, que je suis capable de rebondir. Et sécurité intérieure. On s'offre une sécurité à l'intérieur de soi. Et dès qu'on ressort, insécurité, on revient à l'intérieur de soi.
Tout à Et donc, fait. se couper de tous ces parasites extérieurs, c'est une technique aussi pour éviter de subir d'une certaine façon le quotidien. Je te rejoins, nous n'avons plus la télé à la maison non plus. Et je me Voilà. sens très bien depuis qu'il n'y a plus les news, la télé. Et ça ne fait pas de nous des personnes incultes, que du contraire. On va aller Non. chercher ce qui nous intéresse, mais évitons d'entendre des choses qui vont plomber d'une certaine façon notre énergie. Tout à Cool. fait. Merci beaucoup en tout cas pour tout ça, pour tout ce partage. Alors, petit conseil aussi pour celles qui regardent en replay, étant donné que tu fais partie du groupe, elles peuvent te taguer Oui, aussi. tout à fait. Donc, si vous avez des questions, évidemment, vous n'êtes pas en live, on n'a pas su répondre à vos questions en live, des questionnements, n'hésitez pas à taguer Audrey, du coup, dans le groupe et de lui mettre la question. Et du coup, tu recevras le message en différé et tu pourras y répondre à ce moment-là en temps voulu. Donc, il n'y a pas de problème. Elle pourra, j'imagine, on est OK, que tu sois disponible par la suite pour celles qui regardent en replay. Taguer Audrey Papa ou Explorer en soi. Je ne sais pas quel. Non, tu peux. Bon, c'est les deux. De toute façon, ça tombe au même endroit. Donc, voilà, sans problème. Ouais. N'hésitez pas à la taguer, elle répondra à vos questions. Et si jamais, on peut aussi scanner voilà, le petit QR code qui se trouve ici dans la présentation. Et donc, ça va renvoyer aussi vers d'autres infos. Voilà. Cool, merci Audrey en tout cas pour ce partage en ce lundi matin. Avec plaisir. Et écoute, je te fais plein de bisous. Je sais pas, tu vas à la soirée Torah ce soir? Oui, on se voit ce soir. Juste, on se revoit tout à l'heure. J'aurai une meilleure tête. Je ne suis pas maquillée, je suis en training le matin. Voilà, Marie, telle dans son authenticité. Je vais quand même m'apprêter pour la soirée. Une meilleure tête. Donc, cool, nous, on se voit ce soir. Peut-être que parmi vous, il y en a qui seront là ce soir. Ce sera d'ailleurs l'occasion maintenant, du coup, pour celles qui nous entendent, de savoir que tu es là ce soir aussi. Donc, de te rencontrer, entre guillemets, en vrai, de poser des questions ce soir, parce que je sais que dans le réseau, il y a beaucoup de personnes qui seront là ce soir aussi. Donc, c'est trop cool. Merci à toi, Audrey. Je vous fais en tout cas à tous plein de gros bisous. On va se quitter parce que moi, je dois enchaîner ici avec autre chose aussi. Et à très bientôt et à très vite. Et merci, Audrey. Salut tout le monde. Merci, Marie.